Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre atelier de rhétorique. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. Donc vous voyez, je me suis mis en extérieur, donc c'est possible que le son soit pas super, il va y avoir du vent, on va entendre le chant des oiseaux. En plus, c'est pas impossible qu'il se mette à pleuvoir, donc peut-être que je vais devoir changer de cadre en cours de vidéo. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit ensemble, parce qu'on est ensemble pour faire de très belles choses. Ce genre de vidéo, donc c'est pas le genre de vidéo qui font le plus de vues, mais c'est le genre de vidéo que j'aime vraiment. C'est des vidéos qui comptent beaucoup pour moi, parce que c'est une vidéo où on va faire un retour sur ce que vous avez fait, sur les travaux que vous avez réalisés suite à un exercice que je vous ai lancé. Et j'aime vraiment beaucoup ça parce que ça donne du sens à mon travail. Ça donne du sens à mon travail quand je vois toutes les belles choses que vous êtes capables de créer d'une part, mais aussi quand je vois que vous interagissez les uns avec les autres, que vous vous encouragez, que vous vous motivez, que vous vous faites des retours mutuels sur vos performances. Et bien là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de constituer cet atelier de rhétorique, donc en parallèle de la chaîne principale, un endroit où on se retrouve pour travailler ensemble, pour progresser ensemble. Alors, on va passer maintenant au vif du sujet. Je vous rappelle rapidement l'exercice que je vous avais demandé de faire. Donc, on était parti d'un livre qui s'appelle Les exercices de style de Raymond Queneau, donc un livre où l'auteur part d'une histoire qui est sans grand intérêt, et au fil des pages de ce livre, il va réécrire cette histoire de tout un tas de manières. Il va la réécrire dans un style télégraphique, il va la réécrire dans un style en colère, il va la réécrire dans un style archéologique. Je me souviens plus exactement de ce qu'il fait, mais vous voyez l'idée. Et donc, ce que je vous avais demandé de faire, c'était de partir d'un des classiques de la littérature. Donc, certains d'entre vous sont partis voir Céline, certains d'entre vous sont partis voir Balzac, certains d'entre vous sont allés voir Kundera, Zola, etc. Donc, vous êtes allés voir des classiques de la littérature. Je vous avais demandé de choisir un passage et de le réécrire dans un style différent. Et ça a donné des choses très belles. J'ai donc choisi les 5 que j'ai préférés. Et quand je dis préférés, c'est dans le but que cette vidéo soit la plus utile possible pour vous. Que ça vous donne une belle gamme d'idées de tout ce qu'on peut faire à partir de cet exercice. Avant d'en venir à ce classement, on va lire également le favori du public, donc celui pour lequel vous avez le plus voté en commentaire. Mais avant ça, il y a une autre chose que je voudrais faire, parce qu'il y en a un d'entre vous qui a fait quelque chose d'amusant, qui s'est dit ok, moi je vais partir d'un texte et je vais le réécrire dans le style de Victor Ferry. Et je voudrais vous montrer ce que ça a donné, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec l'image qu'il a de mon style, mais donc vous me direz, et j'ai donc décidé de réécrire le texte dont il est parti dans ce que je considère être vraiment mon style. Donc notre auteur s'appelle David, et il était parti d'un texte de Michel Houellebecq. C'est un extrait de son livre La carte et le territoire. Donc je vais vous lire ça. Vous savez, ce sont les journalistes qui m'ont fait la réputation d'un ivrogne. Ce qui est curieux, c'est qu'aucun d'entre eux n'ait jamais réalisé que si je buvais beaucoup en leur présence, c'était uniquement pour parvenir à les supporter. Comment est-ce que vous voudriez soutenir une conversation avec une un comme Jean-Paul Marsouin sans être à peu près ivre-mort? Comment est-ce que vous voudriez rencontrer quelqu'un qui travaille pour Marianne ou le Parisien libéré sans être pris d'une envie de dégueuler immédiate? La presse est quand même d'une stupidité et d'un conformisme insupportable, vous ne trouvez pas? Et je vais maintenant vous lire la réécriture qu'a proposée David dans mon style, dans le style épique de Victor Ferry, comme il dit. Certains m'accusent, et parmi eux les illustres commerçants de l'opinion publique, que sont devenus nos amis journalistes, d'abuser de la boisson préférée du dieu antique Dionysos. Ce qui est curieux, c'est qu'aucun d'entre eux n'ait jamais eu la présence d'esprit de remarquer que s'il me fallait parfois lever le calice, c'était à peu près toujours pour supporter le supplice qu'il m'inspire. Comment envisager sinon ne serait-ce que l'ombre du début d'un semblant de conversation avec un larbin comme Jean-Paul Marsouin sans se noyer au préalable dans le vin? Comment rencontrer de prétendus journalistes de Marianne ou du Parisien libéré sans songer au calvaire de Jésus sur la croix et rendre hommage au sang des martyrs? Les médias sont désormais une plaie dont ne sort plus que la propagande purulente d'un gouvernement souffrant. Alors vous conviendrez bien que la meilleure chose à faire devant ces corps mourants est au moins que je trinque à ma santé. Voilà donc la conception qu'il a de mon style. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a des oiseaux qui se sont quand même pas mal énervés pendant la lecture. J'espère que je les dérange pas trop. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que je trouve ce texte bon. Il y a des belles images, c'est bien écrit, mais en fait mon style, c'est pas tout à fait ça. Parce que je n'ai pas l'impression de chercher à être sophistiqué quand je parle, et c'est même le contraire. J'essaie d'éviter à tout prix les tournures de phrases qui sont trop lourdes. J'essaie d'aller vraiment au plus simple, au plus direct et au plus clair. Il m'arrive parfois d'aller chercher la rime, d'essayer de trouver des images qui sont originales et intéressantes, mais à chaque fois c'est dans une optique d'efficacité. L'objectif quand je fais ça, c'est pas de faire le malin avec des belles tournures de phrases. L'objectif c'est de rendre certaines parties de mon discours que je trouve importantes, mémorables, parce que ça sonne bien. L'autre chose, si vous voulez m'imiter, c'est que tout mon travail vise à vous impliquer. Quand je vous parle de quelque chose, mon objectif c'est que vous arriviez à faire une analogie entre ce dont je vous parle et des situations
situations que vous pouvez vivre, des situations que vous pouvez vivre dans votre milieu professionnel ou alors sur le chemin qui vise à faire de vous de grands orateurs et de grandes oratrices. Tout ça pour vous dire que si vous voulez pasticher mon style, il faudrait plutôt faire quelque chose comme ça. Imaginez que certains se soient donnés pour mission de vous salir, de vous faire passer pour un ivrogne, pour un pochetron. Comment soigner votre image, réparer votre réputation? En voici un qui est parti au combat sans trop se poser de questions. Ce qui est curieux, c'est qu'aucun d'entre eux n'ait jamais réalisé que si je buvais beaucoup en leur présence, c'était uniquement pour parvenir à les supporter. Notre homme semble donc persuadé que la meilleure défense, c'est l'attaque. Auriez-vous intérêt à l'imiter? Venons-en maintenant à l'exercice qui a été le plus plébiscité par le public. Il s'agit de l'œuvre de Luc Gauthier qui nous a proposé une réécriture de l'appel du 18 juin du général de Gaulle façon coach sportif. Je vous lis le début du texte original, vous avez la version complète dans la description. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Et je vous lis maintenant sa réécriture façon coach sportif. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Le directeur du club et son incapable de coach ont eu la bonne idée de demander un temps mort. Soyons beaux joueurs, la première manche est pour l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Avion, char, tactique, c'est 3-0 à la mi-temps. Jamais vu ça. Les enfants, une belle déculottée. Alors ça veut dire quoi tout ça, hein? Eh bien, ça veut dire qu'on va leur rendre la monnaie de leurs pièces. Une fois, 2 fois, 100 fois. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont déclenché. On a de la réserve, nous. Et quand on nous cherche, on nous trouve. On a tout le club, les supporters, les préparateurs sportifs. Tout le monde est derrière nous. Et si notre tactique n'est pas la bonne, c'est le moment de la changer. S'il faut passer de la défensive à l'offensive, on le fera. Réjouissez-vous. Voilà une bonne occasion de montrer aux autres ce que nous valons et remonter en L1. S'il faut, pour vous secouer, commencer par prendre une dérouillée, je dis que ça n'est pas plus mal. J'invite donc tous les titulaires, remplaçants, tous ceux qui ont porté un jour ou l'autre le maillot, à rentrer sur le terrain avec moi. Nous continuons le match jusqu'à ce qu'il soit gagné. Vaudrait mieux que ça soit rapide, tant que c'est pas dans la poche, je continue à causer. Bravo à toi Luc, c'est vraiment bien, surtout quand on a à l'esprit le texte original dans son ensemble. Tu as su reprendre presque tous les éléments et les transformer dans un style nouveau, l'exercice est donc parfaitement réussi. Venons-en maintenant à mon top 5. Alors que le soleil semble vouloir l'emporter sur la grisaille, on attaque avec l'exercice produit par Lingo Flower Man, qui a décidé de réécrire un extrait de L'étranger de Camus dans un style qui m'a rappelé des choses de mon enfance, et je pense que ça vous évoquera également certaines choses. On commence par le texte original. J'ai pris l'autobus à 2 heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi, et Céleste m'a dit « On n'a qu'une mère ». Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui pour n'avoir plus à parler. Et notre ami a donc décidé de réécrire ce passage dans le style livre-jeu. Vous savez, c'est le style des livres dont vous êtes le héros. Vous avez pris le bus de 2 heures et il fait très chaud. Vous arrivez en ville. Que décidez-vous? Allez-vous manger chez Céleste où vous avez vos habitudes? Il se tient au 66. Si vous préférez rentrer chez vous pour déjeuner, rendez-vous au 128. Si vous souhaitez prendre un casse-croûte à emporter, ce sera au 23. Enfin, si vous n'avez pas faim, vous pouvez directement attendre le bus au numéro 276. Page 66. Vous mangez au restaurant chez Céleste. Ils avaient tous beaucoup de peine pour vous. Et Céleste vous dit alors « On n'a qu'une mère ». Puis, ils vous raccompagnent tous à la porte. Vous êtes un peu pressé et il vous faut une cravate noire. Qu'allez-vous faire? Vous pouvez vous rendre chez vous au 118 pour tenter de trouver un tel accessoire. Demandez au 48 si votre entourage en possède une, ou partir en ville au 302 pour en acheter. Page 48, on vous annonce qu'Emmanuel devrait avoir une cravate noire, lui qui a perdu son oncle il y a quelques mois. Vous êtes un peu étourdi d'aller le rencontrer à l'étage, mais en effet, il vous prête la sienne ainsi qu'un brassard. Vous les examinez et remarquez que la cravate affiche un petit portrait de Louis XVI.
Qu'allez-vous faire maintenant? Courir prendre le bus au 276, rentrer chez vous au 330, rester au restaurant au 235, ou vous promener le long du 38. Page 276. Vous arrivez juste à temps pour monter dans le bus. Cette hâte, cette course est à cause de tout cela sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur de l'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que vous avez dormi pendant presque tout le trajet. À votre réveil, vous vous retrouvez tassé contre un militaire. Il vous sourit, remarque votre tenue et vous demande si vous venez de loin. Que lui répondez-vous? Oui, au 163. Vous ne lui dites rien au 203. Vous lui dites que vous êtes ici pour affaires au 211. Si vous avez une cravate, vous pouvez soustraire le nombre qui lui est associé à celui de ce chapitre et vous rendre au numéro obtenu. 163. Vous lui répondez oui pour ne plus avoir à lui parler. Rendez-vous au 354. C'est très bien. Tu as parfaitement compris le style des livres dont vous êtes le héros. Et en plus, je trouve que c'est un choix judicieux parce que ça colle avec le personnage du livre original de Camus, qui est finalement un personnage dont on cerne assez peu les motivations et dont on ne comprend pas l'origine des actions. Un peu comme s'il était guidé de l'extérieur. Bravo à toi. Passons maintenant au numéro 4. En quatrième position, un exercice qui nous vient de Ramdam Dam, qui a décidé de réécrire le début de la tirade de Vautrin à Rastignac dans le Père Goriot de Balzac. Donc je vous lis le texte original. Une rapide fortune est le problème que se propose de résoudre en ce moment 50 000 jeunes gens qui se trouvent tous dans votre position. Vous êtes une unité de ce nombre-là. Jugez des efforts que vous avez à faire et de l'acharnement du combat. Il faut vous manger les uns les autres comme des araignées dans un pot, attendu qu'il n'y a pas 50 000 bonnes places. Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon, ou s'y glisser comme une peste. L'honnêteté ne sert à rien, l'on plie sous le pouvoir du génie. On le hait, on tâche de le calomnier, parce qu'il prend sans partager, mais on plie s'il persiste. En un mot, on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on fasse cet exercice, c'est que ça nous permet de nous plonger dans de beaux textes. Quoi qu'il en soit, notre ami a décidé de réécrire cette tirade dans le style d'un coach en développement personnel, dans le style d'un vendeur de séminaire. Salut jeune romantique, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça te dirait de faire fortune avant 30 ans? A priori, je pense que oui. Et je suis même presque sûr que tu t'es dit que ça t'était impossible, qu'après tout tu n'étais qu'un parmi des millions à avoir ce rêve fou et que tu n'avais ni le talent ni les compétences nécessaires pour tirer ton épingle du jeu. Et si je te disais que ce rêve est tout sauf fou, si je te dévoilais une méthode où tu peux sans aucun talent commencer dès aujourd'hui à te créer le patrimoine que tu as toujours espéré. Tu ne me crois pas? Alors je t'explique. Au cours des 12 dernières années, j'ai analysé la société dans laquelle on vit et les découvertes que j'ai faites dépassent tout ce qu'on a pu te dire sur l'état de sa décadence. Car en réalité, il y a deux manières de réussir, le talent ou le carnet d'adresses. Soit tu es un visionnaire comme Steve Jobs, soit tu tisses ta toile comme Idriss Aberkan. Oublie tout ce qu'on a pu te dire sur l'éthique. J'ai vu des gens trop talentueux qui pour une augmentation se font descendre par leurs collègues carriéristes. J'ai vu des braves gens trimer toute leur vie sans jamais changer de poste. J'ai vu 10 usurpateurs pour un profil hors du commun. En réalité aujourd'hui, ton pouvoir à avancer dans ta carrière et dans ta vie en général dépend du nombre de personnes successful qui t'ont dans leur petit papier. Bravo à toi, j'ai trouvé ça drôle et j'ai trouvé aussi ça précis et c'est une belle qualité que d'être capable de singer ainsi ses contemporains. Venons-en maintenant au numéro 3. Bien, je ne vous cache pas que j'ai dû faire une longue pause, non seulement pour m'abriter de la pluie, mais aussi pour nourrir et coucher les enfants. Revenons donc à notre classement avec un exercice qui nous vient de Justine. Justine est partie d'un extrait de l'Assommoir de Zola que je vais vous lire. Elle distribua des taloches, souffleta Nana sur les deux joues, flanqua un coup de pied à Pauline, cette grande dinde, qui laissait prendre le sabot de sa mère. Justement, Gervaise emplissait un seau à la fontaine. Quand elle aperçut Nana, le nez en sang, étranglée de sanglots, elle faillit sauter au chignon de la concierge. Est-ce qu'on tapait sur un enfant comme sur un bœuf? Il fallait manquer de cœur, être la dernière des dernières. Naturellement, Madame Boche répliqua. Lorsqu'on avait une saloperie de fille pareille, on la tenait sous clé. Et Justine nous a proposé une réécriture de ce texte en style automobile. L'espace d'une seconde main, elle lui décolla les essuie-glaces et lui endommagea les deux ailes. La patresse Marthe se fit mettre le pot en étoile pour avoir chouravé les jantes de la familiale. Au même moment, la Martine se faisait remplir à la pompe. Quand elle aperçut la citadine, une fuite dans le tuyau, le réservoir
réservoir qui déborde, elle était à 2 chevaux de lui dérouiller le cardan à l'utilitaire. Est-ce qu'on dérape sur une Mini 9 comme sur une vieille bétaillère? Il faut avoir un fusible cramé, être un multiplat chez un concessionnaire Lada. Jamais à sec, l'allemande embraya. Lorsqu'on possède une suceuse, on la laisse au garage. C'est vraiment très bien. Et si j'ai choisi celui-là, c'est pour vous encourager à faire ce genre d'exercice, parce que c'est excellent pour la créativité. Quand vous fixez un objectif de ce genre-là, on va essayer de réécrire ce texte en mode automobile. Vous pourriez choisir autre chose, évidemment. Eh bien, au début, quand vous allez travailler sur le texte, vous allez peut-être remplacer 1 ou 2 mots, vous allez peut-être remplacer 1 ou 2 expressions, et puis ça va être un petit peu laborieux, mais plus vous insistez, et plus vous allez voir des possibilités de remplacement, et aller loin dans le travail de créativité, et aller loin dans le travail de substitution. Et le texte de Justine est un modèle du genre, parce qu'elle a été maximaliste. Vous essaierez de votre côté, mais je pense que c'est difficile d'arriver à remplacer plus d'expressions que ce à quoi elle est parvenue. Donc félicitations Justine, passons maintenant au numéro 2. En deuxième position, je vous propose de découvrir la contribution de Christian, qui nous a proposé une réécriture du premier paragraphe du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Commençons par lire l'original. Un bâtiment gris et trapu de 34 étages seulement. Au-dessus de l'entrée principale, les mots centre d'incubation et de conditionnement de Londres centrale. Et dans un écusson, la devise de l'État mondial, communauté, identité, stabilité. L'énorme pièce du rez-de-chaussée était exposée au nord. En dépit de l'été qui régnait au-delà des vitres, en dépit de la chaleur tropicale de la pièce elle-même, ce n'étaient que les maigres rayons d'une lumière crue et froide qui se déversaient par les fenêtres. Les blouses des travailleurs étaient blanches, leurs mains gantées de caoutchouc pâle, de teinte cadavérique. La lumière était gelée, morte, fantomatique. Ce n'est qu'au cylindre jaune des microscopes qu'elle empruntait un peu de substance riche et vivante, étendue le long des tubes, comme du beurre. Et ceci, dit le directeur ouvrant la porte, c'est la salle de fécondation. Et Christian nous a proposé une réécriture de ce texte en version spirituelle. Sous un ciel azuréen, un temple massif gris. Au tympan du fronton ces mots, évanescence, naissance, connaissance. Et dans un bas-relief, la sentence de l'élément terre à l'essentiel. L'immense salle du rez-de-chaussée, tout en longueur et hauteur de plafond semblable à une nef, était orientée au nord. La pièce était chaude et humide, pourtant Phébus ne concédait que quelques rayons blêmes au travers des fenêtres étroites imitant des vitraux. Les officiants s'affairaient dans un calme serein et leurs larges blouses blanches semblaient des aubes. Ceux-ci portaient des gants pâles pour éviter toute trace d'impureté. La lumière morne ne s'avivait pour s'en nourrir que sur la surface réfléchissante des instruments de perception. Ces merveilleux objets permettaient de distinguer des choses qui sinon resteraient invisibles à l'œil nu. Et ceci, déclara le directeur, maître des cérémonies ouvrant la porte, c'est la salle de l'œuf primordial. Encore une fois, c'est vraiment bien, non seulement pour le côté original, pour le côté créatif, mais aussi parce que cette réécriture nous propose une nouvelle ambiance et ouvre sur un nouveau texte, sur une nouvelle histoire qu'il y aurait peut-être à écrire. Passons maintenant au numéro 1. En première position, la contribution de Gabi, qui nous a proposé une réécriture d'un extrait de Jean de Florette de Marcel Pagnol. Commençons par lire l'original. Quand Hugolin remonta chez lui, vers 3 heures, il entendit au loin l'harmonica. Il trouva le musicien assis sous le mûrier de Massacan, entre 2 arrosoirs tout neufs. « Salut voisin, dit le bossu. Vous voyez, je n'ai guère tardé à profiter de votre générosité. Vous avez bien fait, mais vous n'auriez pas dû m'attendre, vous n'aviez qu'à vous servir. Comme c'est la première fois, d'ailleurs, je n'ai pas perdu mon temps, car j'ai fait connaissance avec cet admirable paysage. » Il montrait la vallée qui s'allongeait jusqu'à la mer, au pied de la chaîne lointaine de Marseille vers. Et Gabi nous a proposé une réécriture de ce texte sous le prisme de la paresse. Après la sieste du midi, Hugolin rentra en se traînant sur le chemin qu'il jugeait le moins caillouteux. Les notes poussives d'un harmonica l'extrairent de sa torpeur. Le musicien se présenta à son regard, avachi sous un arbre centenaire, coincé entre 2 arrosoirs qui ne semblaient jamais avoir été soulevés. « Vous, soupira l'homme, merci pour l'aide. » De rien. Il voulut ajouter qu'il n'aurait pas dû l'attendre, puis se ravisa. Sa mâchoire n'aurait pas supporté une telle avalanche de syllabes. Fallait vous servir avant, lâcha-t-il dans un effort qui lui coûtait. Bah, pas grave, la nature est belle, consentit à rétorquer l'homme dans une contagieuse avarice de mots. Il daigna relever le menton, désignant la vallée dont les limites se mélangeaient à l'horizon salé, aux montagnes floues d'une Marseille à jamais endormie. Bon, bravo Gabi pour ce texte qui me donne envie d'aller me prélasser sur le sable chaud, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire dans un instant, et si vous voulez c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, c'est que au-delà du fait que l'exercice est parfaitement réalisé, que le résultat est un texte cohérent, un texte qui se tient tout à fait, cette réécriture permet de cerner ce qu'est finalement l'essence de la rhétorique. La rhétorique c'est un travail sur le choix
choix des mots dont la finalité est de parvenir à modifier l'état intellectuel et l'état émotionnel du public. C'est en cela que la rhétorique est la reine des disciplines, car qui la maîtrise parvient à mettre les têtes et les cœurs en mouvement. Bien sûr, je vous invite à ne pas prendre trop au sérieux ces classements. L'objectif, c'est surtout de passer un moment agréable ensemble en lisant des belles choses. Et donc, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de tout ce que vous donnez quand je vous propose ce genre d'exercice. C'est un vrai plaisir et donc on va continuer ça encore et encore. Restez motivés en vous disant que chaque mot bien choisi que vous posez sur le papier ou que vous prononcez face à un public contribue à rendre le monde un peu plus juste et un peu plus beau. On se retrouve très vite pour de nouveaux exercices. D'ici là, prenez bien soin de vous.